Alors bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux à ce webinaire du Cerium, dont le titre est Élections 2020, que veulent les Américains? Je suis Pascale Dufour, professeure au département de sciences politiques à l'Université de Montréal et aussi directrice du collectif de recherche Action politique et démocratie. Et on reçoit aujourd'hui trois intervenants que je vais vous présenter dans un instant, qui vont avoir la parole pour environ 8 minutes chacun. Pendant toute leur présentation ainsi que pendant la période de questions, vous aurez la possibilité d'ouvrir le petit document ou le petit bouton Q&R ou Q&A si vous êtes en anglais, en bas à droite de votre écran. Et donc, vous pourrez écrire votre question à cet endroit-là. Il n'y a pas de chat en tant que tel parce que c'est un webinaire. Et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, qui est conseiller principal communication et partenariat au Cerium ainsi que fellow, prendra vos questions et fera le suivi auprès de nos intervenants et intervenantes. Alors, sans plus tarder, je vais vous les présenter. On va commencer par André Blais, qui est professeur de sciences politiques aussi à l'UDM, qui est titulaire de la chaire de recherche de l'UDM en études électorales. Nous aurons ensuite Ruth Dansonville, qui est aussi prof en Sciences Po, titulaire de la chaire de recherche du Canada en démocratie électorale. Et finalement, Pierre Martin, professeur au département de sciences politiques, titulaire de la chaire d'études politiques et économiques américaines du Cerium. André, à toi la parole pour 8 minutes. Merci beaucoup. J'ai l'ambition de couvrir 2 points. On va voir comment le premier point va prendre de temps et ensuite peut-être que je couperai ou je pourrai continuer selon ce qu'on me dira sur le temps qui me reste. Le premier point, celui qui m'importe le plus, c'est de vous résumer le plus brièvement et clairement possible une étude que je trouve particulièrement intéressante et importante sur l'impact de la COVID sur le vote présidentiel. C'est une étude qui a été faite par Eric Gunterman et Gabriel Lenz. Gabriel Lenz est professeur à Berkeley. Eric est un ancien étudiant du département qui fait maintenant un postdoc à Berkeley. C'est une étude que je trouve fort intéressante et je vais vous la résumer très brièvement. Donc, c'est fait à partir d'un sondage auprès de 4000 Américains en milieu d'août. Et dans ce sondage-là, on a posé beaucoup de questions sur les opinions des répondants par rapport à toute une panoplie d'enjeux et aussi sur les perceptions qu'ils ont de la position des deux candidats présidentiels à propos de chacun de ces enjeux-là, dont COVID. Et il y avait 3 questions en particulier sur COVID. Et à chaque fois, on demandait aux gens s'ils étaient en accord ou en désaccord, ou ni en accord ni en désaccord avec chacune des positions. Et on demandait la même chose à propos de leur perception de la position des deux candidats présidentiels. Pour ce qui est de COVID, les 3 questions qu'on avait étaient les suivantes, les 3 propositions. Les États-Unis devraient être partie prenante de l'OMS. Deuxièmement, on doit demander aux gens de porter un masque dans des endroits publics pour réduire la contagion du virus. Et troisièmement, on doit fermer des entreprises non essentielles pour réduire la contagion du virus. Et donc, on avait des questions sur évidemment COVID, mais aussi plusieurs autres enjeux, par exemple, construire un mur le long de la frontière américaine, des questions sur l'avortement, etc. Et encore une fois, on demandait la position personnelle du répondant, sa perception de la position des candidats présidentiels et aussi leur intention de vote. Quels sont les principaux résultats de cette étude? J'en ai 4 essentiellement. Le premier, c'est qu'il y a un appui majoritaire aux positions démocrates. Sur les masques, 60% d'accord, 11% en désaccord. Sur la fermeture des entreprises non essentielles, 48% d'accord, 22% désaccord. Et sur la participation à l'OMS, 51% d'accord et 20% de désaccord. À chaque fois, les positions démocrates sont majoritaires. Premier point. Deuxième point, une forte méconnaissance des positions des candidats. On a jugé que les gens connaissaient bien les positions des candidats quand ils plaçaient Biden comme étant plus favorable que Trump à chacun de ces 3 éléments-là. Au total, on a des bonnes réponses pour ce qui est du masque de 49%, 41% pour les fermetures et 47% pour l'OMS. Donc, un peu plus de la majorité des gens ne connaissent pas bien les positions des candidats sur ces différents enjeux.
L'enjeu sur lequel le score était le meilleur, c'était la question du mur. Ça, c'est les gens sont encore un petit peu plus informés que cela. En général, une méconnaissance très forte et encore plus élevée chez les électeurs de Trump que chez ceux de Biden. On note aussi un effet de projection, ce qui est à dire que si moi j'aime Biden, je vais supposer qu'il est d'accord avec moi sur tous les enjeux, sans vraiment les connaître. Donc, c'est un effet de projection qui joue évidemment pour les deux candidats. Troisième résultat, l'impact sur le vote, l'analyse donc de l'impact d'opinion sur 11 enjeux différents. Et là, COVID arrive en troisième place. L'opinion sur la COVID a un impact, mais un impact relativement modeste, moins important que l'opinion sur l'immigration, qui est l'enjeu qui semble avoir le plus d'impact, et sur la santé. Quand même un peu plus important, cependant, que les taxes, l'avortement et l'environnement. Donc, un impact modeste, et en passant, impact qui n'est pas plus important chez les gens dont un ami ou un parent a décédé à cause de COVID. On a de l'information sur s'ils ont un parent ou un ami qui est décédé ou encore qui a testé positif. Et cela, l'impact est le même chez ces gens-là que chez le reste de la population. Quatrième dernière question qu'ils ont soulevée, que se passerait-il si les électeurs connaissaient bien les positions de Biden et de Trump? Les auteurs distinguent ceux qui sont plus et moins informés sur les positions des deux candidats et trouvent qu'en général, les électeurs de Trump sont moins bien informés. Et ensuite, ils essaient de simuler quel aurait été le vote des gens qui sont moins informés s'ils avaient été mieux informés à propos de la position des différents candidats. Et leur conclusion est claire et simple. Le vote pour Trump baisserait de 5 points. Donc, Trump bénéficie clairement de l'ignorance ou de la mauvaise connaissance des électeurs à propos de la COVID. Donc, les conclusions que je retire de cette étude sont les suivantes. D'abord, les électeurs sont favorables aux positions démocrates en général. Deuxièmement, les électeurs sont en général mal informés sur les positions des candidats et bien souvent se livrent à un effet de projection et attribuent à leurs candidats qu'ils préfèrent les mêmes opinions qu'eux-mêmes. Troisièmement, l'impact de cet enjeu est modeste et en partie à cause du manque d'information. Et finalement, le manque d'information profite à Donald Trump. Quelques observations personnelles sur cette étude. Il faut bien se rappeler que ce n'est pas du tout clair que COVID a vraiment un impact important sur l'élection. Je peux vous rappeler qu'au début mars, donc avant vraiment le début de la pandémie aux États-Unis, le taux d'approbation de M. Trump était de 43 % et maintenant, il est de 44 %. Donc, ce n'est pas clair que le COVID a eu un impact si important que ça sur les intentions de vote pour le président sortant. En même temps, il faut noter que COVID n'a pas eu d'effet positif pour le président, alors que dans plusieurs autres pays, on note que le gouvernement sortant a vu sa popularité augmenter. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Je pense que c'est très important de se rappeler continuellement le faible niveau d'information des électeurs. On ne peut pas supposer que les électeurs connaissent vraiment les positions des partis et des candidats, même sur un enjeu qui semble extraordinairement important. Même dans ce cas-ci, il y a vraiment une forte méconnaissance des positions des candidats. Il est possible, évidemment, que le niveau d'information se soit légèrement amélioré depuis le mois d'août. Donc, il est possible que les choses se soient un petit peu améliorées, que les gens sont un peu plus informés. Je n'en suis pas tout à fait certain. Ce qui est clair aussi, évidemment, c'est que ce COVID est un enjeu gagnant pour Biden. Et c'est ce qui explique la stratégie des partis. C'est-à-dire que Biden parlait énormément de COVID. Évidemment, Donald Trump en parle peu. En même temps, j'insisterai sur le fait qu'il ne faut pas exagérer l'impact de cet enjeu. Cet impact-là, il est soit nul ou probablement légèrement négatif pour Donald Trump. Et là, ça, c'est le premier point. Je vais essayer de vérifier combien de minutes il me reste. Il te reste 30 secondes. Bon. Juste un mot pour dire que j'aurai des choses intéressantes à dire sur le vote par la poste et que si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci, André. Alors, on va passer à Ruth maintenant. Oui, je fais partager des diapositives. Voilà. Parce que je vais utiliser mes 8 minutes que j'ai pour parler des prédictions que font des politologues. Donc,
Vous savez très certainement que il y a des sondages d'opinion qui sont publiés à chaque jour. Vous connaissez certainement certains agrégateurs de sondages aussi, comme 538, comme The Economist, qui fait un modèle qui utilise des données de sondage aussi pour faire des prédictions. Mais les politologues aussi font certaines prédictions pour prédire les résultats de l'élection. De quelle façon est-ce que les politologues font ça? C'est sûr que nous, les politologues, on ne peut pas prédire l'avenir. On n'a pas de boule de cristal pour faire ça. On ne sait pas non plus ce qui se passe dans la tête de chaque électeur. Tout ça, on ne peut pas faire. Ce qu'on fait comme politologue, si on veut prédire les résultats d'une élection, c'est différent. Ce qu'on va faire, c'est utiliser des données, par exemple, historiques sur des élections précédentes pour essayer d'identifier certaines tendances dans ces résultats électoraux et les corrélations entre ces résultats et certains indicateurs comme des indicateurs économiques. On va aussi s'appuyer sur des théories qu'on a, des théories du comportement électoral. Et avec ces informations-là, donc des données souvent longitudinales et notre théorie à l'appui, on va ensuite essayer de modéliser ce qui se passerait si la théorie était valide pour l'élection qu'on est en train de prédire ou qu'on souhaite prédire. Donc ça, c'est une nuance très importante. Le but essentiellement de ce genre de prédiction, c'est de valider une théorie et de le faire d'avance. Donc d'une certaine façon, de préenregistrer c'est quoi notre théorie et notre attente avant qu'on connaisse le résultat de l'élection. Après l'élection, tout le monde va savoir ou va essayer d'interpréter ce qui s'est passé et tout le monde va avoir toutes sortes d'explications. Je pense qu'il est plus courageux d'une certaine façon de dire c'est quoi la théorie et ça devrait être quoi les attentes d'avance. Et c'est que font certains politologues. Je vais peut-être juste donner deux exemples de ces tendances et ces informations qu'on va utiliser si on veut faire un modèle de prédiction, un modèle politique essentiellement. Premier exemple d'une certaine tendance ou d'une tendance qu'on observe quand on regarde les élections aux États-Unis et les élections présidentielles en particulier, c'est le fait que, de façon générale, un parti qui est au pouvoir à la Maison-Blanche, il reste pendant 2 mandats. Il y a des exceptions à ça. George Bush Sr. s'est fait réélire après 2 mandats de Reagan. Il y a l'exception de Carter aussi, qui a juste eu 1 mandat, mais de façon générale, un président qui se fait élire, il reste pendant 2 mandats ou pour 2 mandats. Si cette tendance se maintient, on devrait s'attendre à ce que Trump va être réélu. Évidemment, il n'y a pas juste ça, il y a d'autres indicateurs aussi qu'on va souvent utiliser comme des indicateurs économiques. Et là, on s'appuie sur la théorie du vote économique, selon laquelle mieux sont les conditions économiques, plus de votes le parti sortant va obtenir. C'est une théorie dont on voit que ça influence les choix des électeurs, pas juste aux États-Unis, dans d'autres pays aussi, au Canada aussi, on voit qu'il y a une association entre les conditions économiques et le pourcentage de votes que les partis sortants vont obtenir. Même chose aux États-Unis. Ce que vous voyez ici, c'est la corrélation entre les conditions économiques, ici un pourcentage de croissance du PIB et le pourcentage de vote du président ou du parti du président sortant. Et ce que vous voyez, c'est une association positive. Donc, mieux va l'économie, plus de votes le sortant va obtenir. Avec un tel indicateur, on devrait s'attendre à une perte importante pour Trump parce que, en raison de la COVID, entre autres, les conditions économiques sont vraiment pas bonnes présentement aux États-Unis. Donc, avec ce genre d'indicateurs, et il y en a d'autres aussi, des politologues vont ensuite essayer de modéliser leur théorie pour faire une prédiction pour l'élection. Et j'ai eu l'honneur de co-diriger un numéro spécial qui regroupe différentes prédictions des politologues américains, mais pas juste américains. Il y a aussi 2 collègues qui ont participé à ce numéro spécial, Richard Nadeau et Philippe Mongrain. Et ce que vous voyez ici sont les prédictions de ces politologues-là pour le vote populaire. Donc, quel pourcentage de votes Trump va obtenir selon ces modèles structurels qui utilisent donc des variables lourdes pour prédire d'avance les résultats de l'élection. Ce que vous voyez, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a de la variation aussi. Le pourcentage de votes prédit pour Trump varie
entre 45 et 55% environ. Mais ce que vous voyez très clairement, c'est que la majorité de ces modèles prédisent une victoire au niveau du vote populaire pour Biden. Évidemment, vous savez certainement qu'aux États-Unis, être gagnant au niveau du vote populaire, ça ne suffit pas. Il faut gagner le vote au collège électoral. Il faut avoir le plus de votes ou une majorité de votes là. Et pour cette raison, il y a certains de ces chercheurs ici qui vont un peu plus loin et qui vont aussi essayer de modéliser le nombre de votes que les différents candidats vont avoir au collège électoral. Encore une fois, utiliser le même genre d'indicateurs, des indicateurs économiques, par exemple. Voici les résultats de ces prédictions. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a encore plus de variations dans ces prédictions ici. Ça va de 68 votes au collège électoral pour Trump, donc victoire éclatante pour Biden et même les auteurs appellent ça un blue wave ici pour Biden, à le modèle de Helmut Norpoth qui va donner 362 votes au collège électoral à Trump. Donc, encore une fois, ils ne sont pas d'accord qu'il y a de la variation, mais ce qui est à retenir, c'est que, encore une fois, plus de modèles, si on prend compte ces variables lourdes, donnent un avantage à Biden. Et il reste à voir ce qui va s'arriver le 3 novembre, évidemment, à savoir pour quelle théorie on trouve le plus de preuves en faveur, quelle théorie est validée ou serait validée le jour de l'élection. Merci Ruth, moins que les 8 minutes prévues, bravo, bravo. Donc, on va terminer par Pierre Martin. Pierre, si tu veux prendre la parole. Oui, alors, merci beaucoup et merci à mes deux collègues là, qui ont fait les choses prestement. Je vais essayer de m'en tenir à mon temps. En ce qui me concerne, je regarde la question de façon beaucoup plus générale et je veux aborder 3 points en particulier. D'abord, pourquoi cette élection est spéciale? Pourquoi cette élection est particulièrement importante pour les Américains, pour les États-Unis? Deuxièmement, dans quelle mesure il y a lieu d'être optimiste? Et troisièmement, dans quelle mesure il y a lieu d'être inquiet face au déroulement des événements dans les prochains jours et les prochaines semaines? Alors, la question qu'on nous pose pour ce webinaire, que veulent les Américains, est un peu curieuse parce que la première réponse à laquelle j'arriverai, c'est certain que les Américains ne veulent pas tous la même chose. Les Américains sont très divisés aujourd'hui. Les Américains ont des vues, des perceptions de leur pays, des perceptions de la gouverne très différentes. Et les partis sont très éloignés les uns des autres sur ces visions-là. Pourquoi donc cette élection est particulièrement importante? Je vais laisser de côté la question du choix entre deux individus. On a deux individus qui sont très différents et dont chacun se fait une opinion et je n'ai pas besoin de vous la dicter. Ce qui est important, par contre, c'est qu'on a un choix entre des façons très contrastées de voir la démocratie, l'État de droit, la société américaine et même la nation américaine. Et dans la plupart de ces cas-là, c'est assez clair qu'on a une tendance donc du côté des partisans de Donald Trump à voir la démocratie comme une version de la loi du plus fort. C'est-à-dire que quand on a la majorité, quand on contrôle les institutions, on peut s'en servir comme d'une espèce de rouleau compresseur pour imposer sa volonté. Ce qui est contraire à la vision des fondateurs de la République américaine qui souhaitaient que les institutions fonctionnent d'une façon en allant vers le compromis, la délibération, l'accommodation des différents intérêts et donc ce qu'on appelle communément le pluralisme, c'est-à-dire que l'imposition d'une volonté n'est pas la vision première des fondateurs. Donc, vision différente de la démocratie, des institutions démocratiques. Vision différente aussi de l'État de droit. On a un président en place dont plusieurs ont constaté qu'il
qu'il incarne une sorte de dérive autoritaire. Je pourrais répondre à des questions là-dessus si ça vous intéresse, mais c'est-à-dire un règne de l'arbitraire, une centralisation excessive des pouvoirs envers le président et un président aussi que plusieurs observent dans plusieurs cas, qui se considère au-dessus des lois. Évidemment, tout ça, c'est le contraire d'un État de droit où chacun, en principe, devrait être égal devant la loi et où les normes non écrites qui gouvernent la démocratie devraient être aussi importantes que les normes écrites. Et donc, dans ce cas-ci, on a deux visions assez contrastées de l'État de droit, deux visions contrastées aussi de la société américaine. D'une part, donc, du côté de Donald Trump, on a une société qu'on considère plutôt, une société inégalitaire. Donald Trump s'est fait beaucoup d'appui chez des groupes qui ont aussi des visions que certains considèrent rétrogrades de la société. Tout ça, c'est une question de perspective, c'est une question de choix, mais la notion d'imposer certaines de ces visions-là à travers la domination des institutions en est une qui inquiète à plusieurs niveaux aux États-Unis. On a également donc une vision de la société orientée vers le chacun pour soi, où on a par opposition une vision plus communautaire. Ces deux tendances qui sont toujours en conflit aux États-Unis. Également, une société aussi, deux visions, une vision plutôt qui tourne vers l'accommodation, vers le compromis, et une vision de la société qui est plus orientée vers le conflit et la domination de certains groupes et de certaines tendances. Deux visions de la nation aussi, une vision du côté démocrate, on privilégie une vision plus inclusive par rapport à une vision, c'est-à-dire qui cherche à inclure les nouveaux citoyens, à être ouvert sur l'immigration, par opposition à une vision plus exclusive. André disait tout à l'heure que c'était le point numéro 1, la question de l'immigration, et c'est vrai. Donc, c'est parmi les tendances, parmi les facteurs qui divisent les deux partis, la question de l'immigration est très importante. Donc, une vision inclusive donc, de la société, une vision égalitaire, une vision inclusive de la nation, mais aussi l'ouverture sur le monde et l'exercice d'un leadership international, donc qui est la vision démocrate basée sur ce qu'on appelle l'internationalisme libéral, qui a été la vision dominante de la politique étrangère des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, par opposition à une vision beaucoup plus axée sur le repli sur soi et sur aussi une politique de puissance qui est aveugle dans le sens où on accorde aucune importance à la nature des régimes avec lesquels on fait affaire. Et donc, on voit, par exemple, Donald Trump qui semble être plus enclin à s'accommoder avec des dictateurs et des régimes autoritaires qu'avec ses alliés démocratiques. Donc, premier point, c'est important à cause de ça, et on y reviendra tout à l'heure. Deuxième point, bon, c'est probablement clair, d'après ce que je viens de dire, qu'il y a une préférence normative quant aux résultats qui se dégagent de mon analyse. Je pense que la société américaine serait très largement perdante en validant en votant pour un deuxième mandat qui validerait la vision trumpiste de la société et de la nation américaine. Pourquoi maintenant je suis plutôt optimiste, c'est que très rapidement, de la même façon que Ruth Dassonville vient de mentionner, il y a de très bonnes raisons de prédire que les électeurs sont déterminés à voter contre la vision trumpienne de la société américaine. Et c'est ce qui se dégage d'à peu près tous les instruments dont disposent les politologues pour analyser les choses. Je signalerai entre autres indices. 1. Les électeurs ont défait Donald Trump de façon convaincante à l'élection de mi-mandat en 2018, notamment en faisant passer le Congrès, la Chambre des représentants du Parti républicain au Parti démocrate.
Le Sénat est resté en majorité républicaine parce qu'il se transforme beaucoup plus lentement. Deuxièmement, les électeurs n'ont jamais appuyé Donald Trump. Pendant tout son mandat, une majorité des électeurs ont été opposés à sa présidence, ou ont désapprouvé son action. Troisièmement, quand les choses vont mal en général aux États-Unis, le parti au pouvoir est désavantagé. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, les choses vont très mal en ce moment aux États-Unis avec la pandémie qui s'empire de jour en jour et avec l'économie donc qui, quoi qu'en dise le président, a beaucoup souffert de cette pandémie, mais aussi, rappelons-nous, le climat social qui a régné au cours des derniers mois, qui est tout à fait défavorable à un parti au pouvoir. Bon, ensuite de ça, il faut se rappeler, Trump a gagné d'extrême justesse en 2016 et pour répéter l'exploit, il faudrait qu'il reprenne tous les États qu'il a gagnés en 2016 et ça s'annonce très mal pour lui dans les sondages dont on dispose aujourd'hui. Et quoi qu'on dise des sondages de 2016, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Et ceux dont on dispose aujourd'hui nous montrent que Donald Trump est fort probablement en beaucoup en pire posture qu'il était à quelques jours des élections à pareille date en passé. Finalement, parce que mon temps commence à se faire court, je vais parler de quelques raisons d'être pessimiste et, entre autres, les choses pourraient se passer très mal suite à la déclaration des résultats parce que le président lui-même a mentionné qu'il pourrait contester des résultats qui ne lui seraient pas favorables. Et je suis certain que plusieurs d'entre vous vont avoir plusieurs questions à poser là-dessus. Et donc, je vais passer la parole à Pascal pour qu'elle puisse vous donner la parole. Merci, merci beaucoup. En fait, je vais commencer par vous poser une ou deux questions avant de prendre les questions du public. Et justement, ma première question, c'était que pourrait-il se passer en cas de défaite de Trump dans le court terme, c'est-à-dire dans le 4, le 5, le 6 au mois de novembre, mettons, même si on n'a pas les résultats le 3 au soir, mais à quoi on peut s'attendre en cas de défaite de Trump? Est-ce que à part Pierre, je sais que tu as des choses à dire, mais est-ce que André ou Ruth, vous avez des choses à dire là-dessus? Oui, je peux dire quelque chose. Je pense qu'il sera extrêmement important que Trump, s'il perd l'élection, qu'il le dit clairement, qu'il accepte d'avoir perdu cette élection. Parce que ce qu'on sait sur l'opinion publique, c'est que les électeurs ont tendance à prendre leur information de ce que disent les élites politiques, de ce que disent les chefs des partis. Donc, si Trump admet avoir perdu, ça devrait passer plus facilement auprès des partisans républicains, je pense, et des partisans de Trump en particulier. Donc, je pense que c'est extrêmement important que s'il perd, qu'il l'avoue et qu'il le fait de façon très explicite, sans suggérer que les choses ne se sont pas passées correctement. Ouais, est-ce que je pourrais ajouter un point? Je crois que les sénateurs républicains vont jouer un rôle extraordinairement important à ce moment-là. Je crois qu'eux-mêmes vont vouloir accepter la défaite avant même que Trump ne parle. Et s'ils le font, ils ne laisseront pas beaucoup de choix à Donald Trump. Je pense que le rôle que vont jouer les sénateurs républicains est extrêmement important. Merci. Pierre, tu voulais ajouter là-dessus? Oui, c'est de ça dont je voulais parler, en fait, quand j'ai arrêté. Et ce qu'il faut souligner, c'est que Donald Trump lui-même a envoyé beaucoup de messages qui sont assez inquiétants, dans le sens où il a envoyé des messages qui sont à l'effet qu'il pourrait, dans une certaine mesure, refuser d'accepter les résultats et même entretenir la confusion autour des résultats, entretenir la méfiance autour du comptage des votes, entretenir la méfiance, notamment, et ce dont André voulait parler, autour des votes qui ont été faits par la poste. Et donc, en entretenant cette méfiance,
il pourrait, bon, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est premièrement, il pourrait y avoir des manifestations de violence de la part de certains groupes d'extrême droite qui sont sympathiques à Donald Trump et qui, soit dit en passant, sont armés. Donc, c'est des menaces qui sont prises au sérieux. Et je recevais, par exemple, des images d'une amie qui était à Washington et qui montrait des photos de son quartier où tous les commerces ont placardé leurs vitrines. On prend les choses très au sérieux dans ce sens-là, là, et les menaces de possibilité de réaction violente sont réelles. Ça, c'est à très court terme. Si il y a des résultats qui sont assez serrés pour permettre au président Trump d'entretenir cette méfiance face à l'acceptation des résultats. Deuxièmement, évidemment, il faut faire confiance dans une large mesure aux institutions électorales américaines, mais celles-ci sont assez variées d'un État à l'autre. Et il y a, dans certains États, on va connaître de façon assez fiable le déroulement, le résultat final dès la soirée électorale. Dans d'autres États, ça va prendre plusieurs jours avant qu'on puisse être fixé sur le résultat final. Et donc, pendant ces jours-là, il pourrait y avoir lieu d'entretenir la confusion. Également, la question du vote postal. Le gros problème, c'est que ce mode de votation ouvre la porte à énormément de contestations et qui vont ralentir le processus de comptage des votes et qui vont permettre de mettre en doute le résultat. Si c'est le cas, et si le résultat est suffisamment serré, en passant, je pense que c'est improbable, je pense que le résultat devrait être assez clair, mais bon, si le résultat est assez serré, il y a des possibilités pour que les législatures républicaines dans les États clés que sont la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, par exemple, pourraient prendre les choses en main et désigner les électeurs au collège électoral en dépit du résultat électoral. Et donc, là, ça ouvrirait la porte à énormément de problèmes. Et si on se transporte au mois de janvier avec un collège électoral indéterminé où il n'y aurait pas de majorité claire pour un candidat ou pour une autre, là, on est dans un tout nouveau panier de crabe avec toutes sortes de problèmes institutionnels qui donnent lieu à des scénarios assez rocambolesques. Merci Pierre. André, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le vote postal? Tu avais l'air d'avoir des éléments là-dessus. J'adorerais, oui. Donc, je vais essayer de faire très rapidement 3 points. Le vote postal, il faut comprendre qu'il est relativement peu utilisé dans les démocraties. Il est de plus en plus utilisé aux États-Unis, dans les États de l'Ouest, plusieurs États de l'Ouest depuis quelques années, avant même la pandémie. Il est utilisé beaucoup en Suisse, mais ailleurs dans le monde, il est relativement peu utilisé. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, c'est que c'est clair que le vote par la poste fait augmenter le taux de participation. Les estimés, c'est de 3 à 4 points aux États-Unis et en Suisse. Le dernier point, c'est la fameuse question de la fraude. Et là, j'ai ici une position un petit peu particulière. D'abord, il faut reconnaître que c'est très difficile de mesurer la fraude. On sait que les analyses existantes suggèrent qu'il y en a eu très peu. Mais admettons que l'on ne le sait pas avec certitude parce que c'est très difficile à mesurer. Et moi, je dois admettre que je crois que le risque de fraude est plus élevé avec le vote par la poste qu'avec le vote présentiel. Pourquoi? Essentiellement pour 2 raisons. D'abord, on a moins de garanties que le vote est secret. C'est plus facile d'acheter des votes avec le vote par la poste qu'un vote direct en présentiel. Et deuxièmement, il y a un intermédiaire additionnel qui est la Société des postes, où d'autres fraudes peuvent aussi se produire. Et donc, je suis de ceux qui préféraient qu'il n'y ait pas beaucoup de votes par la poste. En même temps, je trouve les déclarations de Donald Trump complètement exagérées. Et donc, ma position est un petit peu ambiguë. Il faut reconnaître qu'il y a un risque de fraude qui existe avec la poste, puis il est peu élevé, mais plus élevé qu'avec le vote en présentiel. Et moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que les déclarations de Trump
peuvent avoir encouragé certains républicains ou certains agents russes à frauder, en se disant les démocrates vont frauder, le président le dit, et donc nous aussi on s'y livre. Et donc ce que je crains, c'est qu'il y a des républicains qui essaient de frauder le vote par la poste. Merci André. Jean-Frédéric, je vais te passer le ballon pour que tu puisses relayer les questions du public. Oui, merci. Beaucoup de questions, beaucoup de très bonnes questions. On ne pourra malheureusement pas, je présume, toutes les poser. Alors, j'ai fait une sélection un peu arbitraire à travers toutes ces bonnes questions-là, mais aussi complémentaires par rapport à ce que vous avez déjà affirmé. Une question qui nous vient de Julien. Cette question porte-t-elle plus davantage sur les vice-présidents qu'auparavant? Et j'ajouterais, je sais que la science politique dit quelque chose sur l'influence des colistiers sur le vote final, mais cette année, avec les électeurs, avec les présidents beaucoup plus âgés que de normal, est-ce que les vice-présidents ont eu un impact, selon vous, sur l'issue du vote, sur le vote plutôt? Je ne sais pas si je peux m'aventurer à répondre, parce que la réponse est assez simple. À mon avis, non. À mon avis, il y a tellement de contrastes entre les deux équipes qui sont centrées d'abord et avant tout sur la personnalité du président en place et que toute supposition qu'on voterait pour le vice-président ou la candidate à la vice-présidente me semble assez exagéré. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler, disons, des rationalisations après coup d'une décision que quelqu'un voudrait pouvoir justifier par d'autres raisons que les vraies raisons pour lesquelles on vote, qui ont d'abord et avant tout trait à des loyautés partisanes, certains choix qui sont tout à fait compréhensibles. Les gens qui, par exemple, sont très opposés à l'avortement, qui en souhaitent la criminalisation carrément, ces gens-là n'ont pas vraiment d'option de voter. Ils vont voter républicain, ils vont voter pour le candidat Trump. Donc, il faut comprendre l'état d'esprit des électeurs des deux côtés et la personnalité du vice-président ou de la candidate à la vice-présidente est un facteur très, très secondaire, à mon avis. 100% d'accord. 100% d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord aussi que pour les électeurs, ça ne jouera probablement pas. André vient de le mentionner ou vient de le dire, l'électeur moyen n'est pas si informé que ça. Donc, de penser qu'il va comprendre tout ça en compte, je ne le pense pas. Ceci dit, comme observateur neutre, c'est clair que c'est plus important probablement pour ceux qui observent la politique et ce qui va s'arriver par la suite. J'imagine que quelqu'un comme Kamala Harris va probablement jouer un rôle plus important puisqu'elle va, si Biden gagne l'élection, évidemment, elle va éventuellement prendre la relève à un certain moment. Donc, je pense qu'objectivement, son rôle peut être plus important que ce l'est pour des vice-présidents traditionnellement, mais pour les électeurs, je ne pense pas que ça va jouer. Merci. Prochaine question, celle de Émilie Roustan. Est-ce que les modèles de prédiction et les sondages d'aujourd'hui tiennent compte de l'écart entre les sondages, entre ce que prédisaient les sondages ou anticipaient les sondages et le résultat, et ce que les modèles de prédiction anticipaient en 2016? Autrement dit, est-ce que les techniques se sont affinées? Je vais peut-être me permettre de répondre dans un premier temps. Je pense pour les modèles de prédiction, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a une tendance envers des prédictions pour le collège électoral, ce qui n'était pas vraiment fait en 2016. En 2016, il y avait 1-2 modèles qui faisaient ça. Donc, les chercheurs, les politologues qui font des prédictions ont adapté leur façon de faire et commencent de plus en plus à s'intéresser à cette prédiction pour le collège électoral. Mais je pense aussi que c'est beaucoup plus difficile de prédire ça que de prédire le vote populaire. Je peux aussi ajouter que si on regarde les intentions de vote, en 2016, les maisons de sondage avaient en moyenne assez bien prédit le résultat final. Ce n'est pas comme si les sondages se sont trompés
de façon importante qu'il y avait des erreurs importantes. Au niveau national, c'était des assez bonnes prédictions qu'ils avaient faites. Donc, pas sûr qu'eux, ils avaient besoin de changer tant leur façon de faire. Est-ce que je peux ajouter? Si je peux enchaîner là-dessus, parmi les reproches qu'on a faits aux sondeurs, premièrement, les sondeurs n'ont jamais le droit de se tromper. Hein? Donc, il fallait absolument prédire. Et il faut comprendre aussi que du point de vue de la communication, c'est très difficile de faire comprendre à la population en général une prévision probabiliste. Quand on dit qu'un événement est le plus probable, donc quand on fait une prévision sur ce qui est le plus probable. Mais ça ne signifie pas que que le contraire est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on nous dit on a à peu près 85 ou 90% des chances d'une victoire de Joe Biden. Est-ce que ça signifie qu'une victoire de Trump est impossible? Non. Mais la plupart des gens ont tendance à voir les choses en noir et blanc. Et donc, c'est très difficile de faire comprendre. Et effectivement, comme le dit Ruth, les sondages étaient assez bons à l'échelle nationale. Ils étaient bien en deçà de la marge d'erreur en termes de la moyenne des sondages pour le vote populaire. Mais là où les sondeurs ont été en mesure de faire des changements importants, ça a été d'une part en tenant mieux compte de la variable de la scolarisation dans la constitution de leurs échantillons, parce qu'on a observé que les gens moins scolarisés avaient moins tendance à répondre, mais qu'ils étaient très largement favorables à Donald Trump, et donc ça avait tendance à comprimer un peu ces résultats, donc à diminuer les résultats attendus pour Trump. On a fait ces ajustements dans la très grande majorité des cas. Les firmes de sondage ont ajusté leurs résultats dans ce sens-là. Deuxièmement, en 2016, on avait beaucoup moins de sondages, beaucoup moins fréquents à l'intérieur de chacun des États qui sont le plus susceptibles de déterminer le résultat. Et donc, on a fait des prévisions sur la base de très peu d'informations et surtout de l'information qui commençait à dater un peu. On n'avait pas bien remarqué les mouvements de l'opinion dans les dernières semaines ou dans les derniers jours. Aujourd'hui, étant donné qu'on sait où sont les États les plus déterminants, il y a beaucoup plus de données de sondage qui sont disponibles. Troisième point, en 2016, il y avait beaucoup de variabilité dans le vote. Je vais juste vous montrer deux petites images pendant qu'on est, si je peux faire un écran partagé ici, en souhaitant que ça fonctionne. Alors, normalement, là, vous devriez avoir une image, je ne sais pas la bonne image. Là, oui. Alors, ça, c'est, bon, ce que je vous montre ici, c'est l'image de la situation aujourd'hui. Donc, c'est la variation des intentions de vote aux États-Unis pendant toute l'année 2020, jusqu'à hier, en fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe rien, essentiellement. On a une opinion publique qui est extraordinairement stable. Et si on fait le contraste avec, là, c'est une autre illustration, mais vous voyez très bien le contraste avec ce qui s'est passé en 2016. En 2016, l'opinion publique monte, descend, l'écart entre les deux candidats est très variable et à plusieurs moments lors de la campagne, on s'est retrouvé avec une opinion qui était majoritairement favorable à Donald Trump. Et évidemment, on s'est retrouvé également au moment du vote avec une opinion qui est beaucoup plus serrée et surtout dans les États clés où Donald Trump avait travaillé très fort pour aller chercher une partie spécifique de la population, il avait eu du succès. Et il a fini par gagner par 80 000 votes répartis sur 3 États seulement. Et aujourd'hui, dans ces 3 États-là, l'opinion publique est beaucoup plus clairement favorable aux candidats démocrates et de façon beaucoup plus stable qu'en 2016. Donc, les prévisions peuvent être faites aujourd'hui avec plus de
de confiance, mais pas avec de la certitude. L'exemple que j'aime à rappeler, c'est si vous êtes confortablement assis dans votre siège d'avion et que le pilote vous annonce que vous avez 90% des chances de vous rendre à destination en sécurité, vous allez passer un vol très, très stressant. Et donc, c'est la situation où on se trouve en ce moment. Parce que, comme je vous mentionnais tout à l'heure, les enjeux de cette élection, pour plusieurs électeurs, sont existentiels. Et ça nous rappelle même une certaine élection qu'on a fait autour d'ici il y a 25 ans, jour pour jour. Mais je pourrais en parler justement du contraste qui existe entre les deux situations, entre autres. Pourquoi est-ce qu'on anticipe des réactions violentes dans le cadre de cette élection existentielle aux États-Unis, alors qu'au soir du 30 octobre, il y a 25 ans, tout est resté calme dans les rues de Montréal. Alors, on en reparlera tout à l'heure. André, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, ça va. Merci. D'accord. Prochaine question de Sébastien. Que faire de ces électeurs dits silencieux? Ces électeurs pro-Trump qui seraient gênés d'avouer aux sondeurs leur préférence pour Trump et donc mentiraient ou refuseraient de répondre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer, estimer? Qu'est-ce que vous faites de ces électeurs dits silencieux? Est-ce que quelqu'un veut se risquer à une réponse? Moi, je peux commencer. Oui. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup. C'est possible qu'il y en ait, mais il faut distinguer deux types de silence. Il y a d'abord tous ceux qui ne répondent jamais au sondage. Et moi, je soupçonne que peut-être que les électeurs de Trump sont plus susceptibles de ne jamais répondre au sondage. Et les autres, les silencieux, c'est ceux, lorsqu'on demande l'intention de vote, qui ne la révèlent pas, ou même ne la révèlent pas parce qu'ils pensent que c'est mauvais. Ça peut exister. Moi, j'ai l'impression que c'est très, très, très marginal. Et surtout que maintenant que la plupart des sondages sont faits sur le web, et sur le web, il n'y a pas d'interaction avec un intervieweur, et donc c'est plus facile d'avouer quelque chose dont on pense qu'elle n'est peut-être pas tout à fait acceptée. Donc, c'est possible que ça existe. Claire Durand a un blog là-dessus aujourd'hui. Ça me surprendrait beaucoup que ce soit très important. D'accord. Pierre, oui. Moi, j'aurais quelque chose à ajouter, puis j'étais pour vous montrer une image, là, mais j'essaie de la passer. Quand on me parle des électeurs de Trump qui sont discrets, l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle que je vais partager avec vous à l'instant. C'est celle-ci. OK? Ça, puis on pourrait aussi faire une photo, prendre des images de ces fameuses processions de bateaux en faveur de Trump. Écoutez, les partisans de Trump qui se cachent, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et à mon sens aussi, il ne faut pas sous-estimer la possibilité que des partisans de Biden se cachent aussi. Par exemple, on sait que dans les sondages, la proportion des femmes qui appuient Joe Biden est beaucoup plus élevée que celle des hommes qui l'appuient. Et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être supposer? C'est que certaines femmes hésitent, qui ont un mari qui serait fortement partisan de Trump, pourraient peut-être hésiter à se prononcer sur leur choix pour éviter de contrarier des partisans de Trump qui ont tendance à être assez sanguins dans leur appui. Donc, moi, je prends avec un gros grain de sel cette question des partisans de Trump discrets. Je pense que c'est pas une grande préoccupation et je la considère comme possible, mais peu probable. D'accord. Est-ce que Ruth va ajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Nous sommes en agrément. Question très simple, mais cruciale de Marlène Aounou. Croyez-vous en un Texas bleu démocrate? Qui veut répondre? Oui, en fait, c'est un peu la... Je pense que c'est possible pour
deux raisons essentiellement. La première étant que le Texas change. Le Texas, donc, est en mutation démographique, puis on observe le changement depuis plusieurs cycles électoraux. C'est-à-dire que la population hispanophone apte à voter est de plus en plus grande. Le Texas est un État qui se rajeunit et au point de vue culturel, il y a le développement des zones urbaines au Texas fait en sorte que la culture de l'État se démarque de moins en moins. Elle est encore très différente, OK? C'est un État qui est différent du reste du pays. Je pense, Jean-Frédéric, moi j'ai jamais eu la chance d'aller, mais Jean-Frédéric est déjà allé, il pourrait probablement en témoigner. Mais il reste que le Texas est en transformation démographique, culturelle, mais aussi cette élection-ci, on a noté de très forts mouvements, augmentation radicale de la participation électorale des parties de la population qui n'avaient jamais participé en grand nombre. Au Texas, il y a eu beaucoup de mobilisation et en particulier dans les zones urbaines, notamment la région de Houston, Austin et Dallas, où se trouve et San Antonio aussi au sud, où se trouve le gros de la clientèle démocrate. Et donc, la surprise est possible, mais j'admets que ça va demeurer une surprise. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Ruth ou André? Oui, encore une fois, je suis d'accord avec ce que Pierre vient de dire. On a aussi vu il y a 2 ans avec Beto que lui, il était déjà proche. On commençait déjà à voir que effectivement le Texas est en train de changer. Et donc, il y a eu, on a 2 ans de plus et aussi 2 ans de Trump au pouvoir de plus qui peut aller mobiliser et qui est en train de mobiliser les électeurs là-bas, surtout les jeunes. Donc, ça se peut, mais d'accord avec Pierre que ça serait une surprise quand même. Mm-hmm. En ce moment, les modèles de prévision donnent à peu près une chance sur 3. C'est-à-dire que aux démocrates. Un tiers des chances d'une majorité démocrate au vote présidentiel. Et rappelons que s'il y a un mouvement qui est imprévisible et comme on a eu en 2016, on donnait moins que 33% des chances à Donald Trump de l'emporter et il a fini par l'emporter. Donc, la surprise est possible, comme la surprise a été possible en 2016. Et ce que je trouve intéressant aussi, peut-être qu'il y a des questions de ce point de vue-là, c'est que depuis le début de cette campagne, on parle tout le monde est obsédé avec la possibilité pour Donald Trump de surprendre, de nous étonner, de renverser les prévisions. Rappelons-nous que c'est bien possible que les prévisions soient renversées de l'autre côté de la distribution. Il pourrait y avoir aussi une majorité démocrate beaucoup plus forte qu'anticipée. Si on admet la possibilité d'une surprise d'un côté de la distribution, il faut aussi admettre la possibilité d'une surprise de l'autre côté de la distribution et le Texas en ferait partie manifestement. Est-ce que pour reprendre l'analogie de l'avion, si un pilote disait à des républicains, vous avez 66% des chances de vous rendre à destination, je pense qu'il y aurait des raisons d'être encore plus nerveux à propos du Texas. Oui. André, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On ne vous entend pas, malheureusement. Oh, pardon. Je suis d'accord, mais moi, je serais très surpris. Que les démocrates emportent le Texas. Oui. Bien. Le Texas, oui. Moi, je serais très étonné aussi, mais je suis prêt à me laisser étonner par les résultats, dans tous les sens. Pas dans tous les sens. Question de Mario. La réaction ne sera pas la même. Une question de Mario Deschamps, et on retourne là à la première intervention, celle d'André Blais, sur citation de l'étude qui était au cœur de sa présentation. Donc, à la lumière de l'étude citée, est-ce que la COVID-19 peut encourager les gens à aller voter plus qu'en 2016? Est-ce que c'est un stimulateur de participation électorale? Très bonne question. Et cette étude-là ne touche pas du tout à cette question-là. C'est un enjeu supplémentaire
Il y a probablement un certain nombre de personnes qui ont des positions très fortes sur cet enjeu-là. Et donc, ça devrait aider un peu. Mais en même temps, la COVID peut rendre les gens craintifs et peut faire en sorte qu'ils ont peur d'aller voter. Il y a évidemment le vote par la poste qui peut corriger cela, mais donc, ça peut jouer dans les deux directions. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce que la COVID en tant que telle ait un effet important. Comme Pierre l'a dit, ce qui joue un effet important, c'est que les opinions sur le président sont cristallisées et qu'il y en a qui trouvent que c'est extraordinaire, puis d'autres que c'est terrible. Et que ça mobilise énormément le vote. Et je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on aura un taux de participation au total très élevé. Mm-hmm. Si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'on a vu avec le taux de participation aux élections par anticipation, au vote par anticipation, où les conditions ne sont pas terriblement différentes de ce qu'elles seront le jour du vote, il faut admettre. Hein. On a des longues files, les gens sont en contact assez étroit les uns avec les autres, mais de façon générale assez disciplinés, assez calme. J'espère qu'on va retrouver la même ambiance le jour de l'élection, malgré que avec la promesse de certains groupes d'exercer de la vigilance sur le vote et il risque d'avoir des problèmes. Mais il reste que ce que je constate, c'est que ce qu'on craignait, c'était que les mesures qui ont été prises dans plusieurs États pour réprimer le vote, ce qu'on appelle en jargon électoral la suppression du vote par toutes sortes de mesures, c'est des enjeux qui ont été très importants pendant la campagne. Et dans plusieurs contextes, et notamment dans des États clés comme la Caroline du Nord, la Géorgie, par exemple. En Géorgie, c'est très manifeste. Et on a vu l'effet en 2018, comme on le voit pendant cette élection-ci. Et la Géorgie pourrait être un État qui pourrait nous étonner aussi, pas autant que le Texas, mais quand même pourrait basculer vers les démocrates. Et ce qu'on observe, c'est que des parties de la population qui ont été sujettes à cette suppression du vote, notamment les Afro-Américains, les gens moins favorisés en zone urbaine où le vote est beaucoup plus difficile que dans les zones rurales. Et donc, c'est des États, il faut le voir tout de suite, hein, c'est des États qui sont gouvernés par des républicains, qui contrôlent l'administration du vote et qui font exprès pour rendre le vote plus difficile dans les secteurs démocrates que dans les secteurs républicains. Ça, c'est transparent, c'est évident. Le problème, là, c'est que quand on enlève un droit fondamental aux gens, on a, par réaction opposée, la tendance, et ce qu'on observe dans beaucoup de cas, la tendance des gens, c'est de réaffirmer ce droit-là, à être prêt à faire des sacrifices importants pour aller l'exercer. Et on observe quoi? On observe des gens qui sont prêts à faire la file pendant des heures et des heures et des heures pour aller exercer leur droit de vote, et même qui en font une fierté. Et peut-être qu'André pourrait rajouter quelque chose là-dessus en termes de contexte. Hein. C'est un peu, si on se souvient par exemple de la première élection en Afrique du Sud, où les Noirs, on leur a donné le droit de vote pour la première fois, même si c'était extrêmement difficile d'exercer ce droit-là, ils ont fait un point d'honneur de le faire. Et c'est ce qu'on observe dans les quartiers démocrates en ce moment aux États-Unis. Oui. Est-ce que, Ruth, tu voulais ajouter quelque chose ou André? Non, très bien. Il est 13h02. Il nous reste une dizaine de minutes, donc peut-être 2 questions avant un bref mot de la fin. Une question qui est revenue à 2-3 reprises dans le chat des questions. Est-ce que les groupes d'action ou est-ce que les électeurs républicains pour Biden, pour les démocrates, peuvent avoir un impact assez important? Et là, on pense surtout au Lincoln Project, le fameux Lincoln Project qui est très actif dans ses communications pour détourner le vote de Trump vers Biden. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence importante? Je peux peut-être... Oui.
donner un début de réponse, mais les autres pourront compléter. Je pense que ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils ramassent, ils dépensent énormément d'argent, de publicité de campagne, entre autres, ce qui très certainement force le compte de Trump à les dépenser encore plus. Donc, c'est clair que ils ont un impact sur la campagne Trump et la campagne où le team Trump doit s'ajuster un peu parce qu'il y a énormément d'argent. Il n'y a pas juste les démocrates qui donnent de l'argent à Biden, mais il y a ce groupe, les républicains pour Biden, qui en donnent encore plus. Et ça seront les choses et la stratégie de campagne ou acheter de l'espace pour diffuser des publicités de campagne, par exemple, pour Trump, beaucoup plus compliqué que c'était le cas la dernière fois. Mm-hmm. Est-ce qu'André voulait rajouter quelque chose? Alors, si je peux me permettre juste un mot là-dessus. Moi, je pense que ça va avoir un impact assez important, tout en rappelant que aux États-Unis, en ce moment, les positions sont tellement fixes dans l'électorat que les mouvements sont des mouvements relativement marginaux. Donc, et si les républicains contre Trump et le Lincoln Project sont pour avoir un impact, c'est vraiment pour mobiliser des électeurs qui, en 2016, résistaient à voter pour Donald Trump, étaient tout à fait, n'aimaient pas Donald Trump, mais ont fini par voter pour lui. Pourquoi? Parce que la candidate démocrate était encore plus inacceptable à leurs yeux. Et aujourd'hui, ce qu'on observe dans le discours qui entoure l'élection, c'est des gens qui se disent républicains, dans plusieurs cas, qui avaient voté pour Donald Trump en 2016 et qui aujourd'hui disent non, c'est pas ça le Parti républicain, il y a une autre façon de voir les choses et donc ouvre la porte pour des républicains qui auraient hésité à voter pour un démocrate pour le faire. Il faut dire aussi que Joe Biden n'est pas Hillary Clinton. C'est un politicien beaucoup plus qui a une réputation de conciliation, qui a une réputation de négociation avec le parti opposé, alors que Hillary Clinton avait une réputation de confrontation et qui a empêché des républicains. Et dans certains cas, à la toute dernière minute, les républicains qui s'étaient dit non, je ne peux pas voter pour Trump, ont fini par dire mais je ne peux surtout pas voter pour Hillary Clinton. Et aujourd'hui, ben, ces groupes-là, puis en plus, si on avait le temps, on pourrait passer des vidéos. Je vous encourage à aller les voir. Là. Leurs publicités sont vraiment très bonnes. Oui. D'ailleurs, avant de passer la parole à André, s'il voulait ajouter quelque chose, certains disent par contre que les messages très sardoniques, très sarcastiques du Lincoln Project pourraient effaroucher ou déplaire à ses électeurs, même s'ils sont peu nombreux encore aux États-Unis, qui sont sur la clôture et qui hésitent encore. Alors, quand même, peut-être cette donnée-là à tenir en... Mais si je peux, regarde Jean-Frédéric, oui. Des électeurs qui sont encore sur la clôture aujourd'hui sont des gens qui sont tellement peu attentifs à la politique qu'ils ne vont pas les voir, ces trucs-là, eux autres. Il faut se rendre compte que les Américains qui ne sont pas attentifs à la politique ne sont vraiment pas attentifs à la politique. Ils ne font vraiment pas attention et ce genre de choses qu'ils ne vont pas voir. Par contre, ça va avoir un effet d'encouragement pour les partisans. Ça leur donne des raisons supplémentaires d'être positifs. Donc, l'effet positif serait nettement supérieur à l'effet négatif. Est-ce qu'André, vous voulez rajouter quelque chose? Je suis en léger désaccord ici. En léger désaccord, je pense qu'il n'y a aucun effet. Aucun effet. OK. Nul, zéro. D'accord. Avant-dernière question, mais vous allez voir la dernière, je crée un petit suspense, se répondra très, 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 très succinctement. Donc, avant-dernière question de Caroline Lacroix. Est-ce qu'il est vrai que les électeurs qui se sont prononcés, qui ont voté par anticipation, sont surtout d'allégeance démocrate? Je pense que dans un certain sens, oui,
parce que le Parti démocrate a fait beaucoup de démarches pour encourager le vote par anticipation. Et donc, et surtout, ce qui va se passer, c'est que, comme dans plusieurs États, le vote par anticipation est compté après le vote du jour même. Ce qui risque de se produire, c'est une soirée électorale qui pourrait être trompeuse dans le sens où on va voir des résultats aller dans un certain sens, sachant pertinemment que les résultats officiels vont être très différents. Et c'est ça qui va entretenir un peu la confusion, l'incertitude et les possibilités de contestation qui vont en découler. Alors donc, il y a du positif, c'est-à-dire que le vote par anticipation a permis d'augmenter le taux de participation, surtout de réduire l'achalandage des bureaux de vote dans les zones à tendance démocrate où les bureaux de vote vont être très, très achalandés le jour de l'élection. Et par contre, ça va entretenir une certaine forme d'incertitude et que Donald Trump a déjà annoncé qu'il allait exploiter à fond. Notre son de cloche, oui. Si je comprends bien, il y a eu des estimés qui ont été faits de combien de gens ont voté parmi ceux qui sont inscrits comme démocrates, républicains, etc. Oui. Et les démocrates ont une avance. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est que je crois que l'avance diminue dans le temps. C'est qu'au départ, il y a les premiers votes par anticipation, c'était nettement plus démocrate. Et que là, il y a encore un écart, davantage démocrate, mais que quand même, l'écart se réduit. Oui. Et le problème, c'est qu'avec 50 États, 50 systèmes de votation différents, on peut trouver des statistiques qui peuvent appuyer à peu près n'importe quel point de vue. Mais ce qui a été particulièrement noté, c'est une participation beaucoup plus importante qu'à l'habitude des jeunes. Et ça, c'est vraiment écrasant comme différence, surtout dans les États clés de la Floride, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan, etc. On a vraiment noté que les jeunes sont beaucoup plus présents dans le vote par anticipation qu'ils étaient les élections précédentes. Et donc, on peut s'attendre à un taux de participation significativement supérieur des jeunes. Mais comme André sait très bien, on ne peut pas se fier sur les jeunes au moment des élections. À moins que Ruth veuille ajouter quelque chose. Non. Alors, d'accord, je pose ma question de clôture. Si Trump perd, la Constitution lui permet-il de se représenter dans 4 ans? Oui. Le mot est très simple, c'est-à-dire que la seule limite à ce qu'un président se représente, c'est s'il a complété 2 mandats. Et donc, ça s'est déjà vu dans le passé, à la fin du 19e siècle. Ma mémoire des noms étant imparfaite, il faudrait vérifier qu'un président soit battu à une élection, il se représente à l'élection suivante et gagne. Maintenant, je pense que ce n'est pas une question... Bon, la réponse est simple, mais surtout, la possibilité que Donald Trump reste dans le paysage politique. Et donc, que le Trumpisme continue de définir ce qu'est le Parti républicain reste une préoccupation majeure à moyen terme pour l'évolution de la politique américaine. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, entre autres, si on est optimiste et qu'on voit une victoire de Joe Biden, il y a des défis tellement considérables devant lui. C'est-à-dire la pandémie. Il a promis de régler le problème, mais il va falloir que ce soit réglé. L'économie. On a une dépression, une récession majeure dont il va falloir se sortir avec des instruments fiscaux qui sont affaiblis. Et donc, il a des défis devant lui qui sont extraordinaires. Est-ce qu'il va être capable de les relever? C'est à voir. Et d'autant plus qu'on a une anticipation qu'il ne se présenterait probablement pas pour un 2e mandat à cause de son âge. Okay? Il va avoir plus de 80 ans. Il faudrait quand même être réaliste. C'est un emploi qui fait vieillir son homme, la présidence. Donc, oui. Si Donald Trump reste dans le paysage politique, ça signifie que le Trumpisme reste dans le paysage politique et va continuer à définir le Parti républicain. Est-ce que le Parti républicain va se laisser définir de cette façon-là?
Si oui, alors on va assister à 4 années assez abracadabrantes où le Parti républicain va être essentiellement défini par la personnalité de Trump. Qui va peut-être Mais sinon, qu'est-ce qui peut se passer? C'est une scission entre le Trumpisme et le républicanisme, auquel cas les démocrates peuvent respirer avec beaucoup plus d'aisance. Et peut-être pour conclure, pour laisser quelques secondes à Ruth et Blais, vous voulez rebondir là-dessus ou peut-être sur l'avenir du Trumpisme en cas de défaite de Trump ou des tendances que vous avez remarquées dans le Trumpisme? Je peux peut-être dire que si c'est une victoire éclatante pour Biden, j'ose penser que le Parti républicain va se lever et va se débarrasser du Trumpisme. Il faut savoir que le Parti républicain n'a pas gagné le vote populaire depuis plusieurs années, plus qu'une décennie. Ils sont une minorité. S'ils veulent changer les choses et un jour gagner une majorité de la population aux États-Unis ou avoir les votes d'une majorité de la population, il va falloir qu'ils changent certaines choses parce que toutes les tendances lourdes, changements sociodémographiques, jouent en faveur des démocrates. Il faut espérer que certains républicains se réveillent et réalisent que ce n'est pas une stratégie gagnante de continuer ce même discours de Donald Trump. Très brève réaction. Excusez-moi, Pierre, je devrais juste laisser la parole à André. Il nous reste 30 secondes, une minute à tout casser. Comme toujours, souvent, je suis très optimiste, en fait. Je crois qu'il y a énormément à une victoire démocrate, à savoir que je crois qu'il y a énormément de républicains qui détestent Trump et qui ont vraiment hâte qu'il parte et que donc on va procéder à un réaménagement, une réorientation de la position du Parti républicain après cette défaite. Donc, moi, je m'attends à ce que le Parti républicain soit très compétitif lors des élections subséquentes. Mais il faut se rappeler que les républicains qui vont rester en place sont ceux qui auront gagné dans les endroits où ils sont le plus forts et donc le plus proche de l'extrême et donc le plus proche de Trump. Et donc, les républicains qui vont s'en aller, c'est ceux qui sont plus modérés. Et donc, le parti a des chances de ne pas vraiment gagner en modération là, suite à cette élection. Et c'est ma petite noce de pessimisme ici. Merci à vous trois. Merci pour les questions. Je cède la parole pour le mot de la fin à Pascal. Merci. Alors, moi, je pense qu'il va aller en prison si jamais c'est la victoire de Biden. Donc, on exit le Trumpisme. Donc, merci tout le monde. On va s'arrêter ici. Merci à nos 3 conférenciers et conférencières. Merci pour la participation, les questions. Donc, on vous donne rendez-vous après le 3 novembre pour un bilan, pourquoi pas, des élections et voir si les prédictions des politologues ont fonctionné ou pas. Donc, bon après-midi tout le monde, bon Halloween et bonnes élections.